Sous la pluie battante, la voiture s'arrêta dans un crissement de pneus devant ma maison, et 2 silhouettes floues émergèrent de l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre. Qui étaient ces étrangers que j'avais invités sur un coup de tête? Ce n'était pas seulement une nuit d'hospitalité, c'était le début d'un chaos qui allait ébranler nos vies. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et je vis dans un petit village provençal, Saint-Rémy-de-Provence, où les jours s'écoulent doucement entre les champs de lavande et les ruelles pavées. Ma maison, héritée de ma grand-mère, est un refuge de pierres anciennes, avec des volets bleus et un jardin où les roses s'entrelacent aux souvenirs. J'ai toujours été curieuse, peut-être trop, et c'est cette curiosité qui m'a poussée à m'inscrire sur une plateforme d'hébergement pour voyageurs. Pas pour l'argent, non, mais pour les histoires. Les gens qui passent par ici laissent toujours un morceau d'eux-mêmes, comme des éclats de lumière dans ma vie un peu trop calme. Ce soir-là, j'attendais Ethan et Noah, un couple d'Américains en voyage de noces. Leur message était bref, presque timide. Nous sommes un couple marié, en lune de miel, cherchant un endroit chaleureux pour quelques jours. Merci de nous accueillir. J'avais souri en lisant ces mots, imaginant 2 amoureux riant sous le soleil de Provence. Mais quand ils sont sortis de leur voiture de location, trempés par la pluie, j'ai senti une tension dans l'air, comme une note discordante dans une mélodie. Ethan, grand, blond, avec un sourire éclatant mais nerveux, m'a tendu une main ferme. « Merci, Camille, c'est vraiment gentil de nous recevoir. » Sa voix était chaude, mais ses yeux fuyaient les miens. Noah, plus réservé, avait la peau mate et des cheveux noirs bouclés. Il portait un blouson en cuir usé et m'a salué d'un simple hochement de tête, ses yeux sombres scrutant la maison comme s'il cherchait quelque chose. Ils étaient beaux, tous les deux, mais il y avait une distance entre eux, un silence qui pesait plus lourd que la pluie. Je les ai conduits à l'intérieur, où le feu crépitait dans la cheminée. « Installez-vous, je vais chercher des serviettes, » ai-je dit, tentant de briser la glace. Ethan a ri, un rire un peu forcé, et a commencé à parler du voyage, de New York, de leur mariage récent. Noah, lui, restait en retrait, observant les photos encadrées sur le manteau de la cheminée. Ma grand-mère, mes parents, moi à 20 ans lors d'un voyage à Paris. « C'est une belle maison, » a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Ce soir-là, autour d'un dîner simple, une soupe de potiron, du pain frais et un verre de vin rouge, j'ai essayé de les faire parler. Ethan était volubile, racontant des anecdotes sur leur vie à Brooklyn, leur travail, lui dans le marketing, Noah dans l'illustration. Mais Noah répondait par monosyllabes, son regard perdu dans le vide. À un moment, Ethan a posé sa main sur celle de Noah, et ce dernier l'a retirée doucement, presque imperceptiblement. Mon cœur s'est serré. Quelque chose n'allait pas. « Vous devez être fatigué, » ai-je dit pour combler le silence. La chambre est prête à l'étage. C'est petit, mais confortable. Ils m'ont remercié et sont montés, leurs pas résonnant dans l'escalier en bois. Mais au milieu de la nuit, j'ai entendu des voix. Pas une dispute, non, mais un murmure intense, comme si des secrets tentaient de s'échapper. Le lendemain matin, le soleil perçait à travers les volets, et j'ai trouvé Noah seul dans le jardin, une tasse de café à la main. « Ethan dort encore, » a-t-il dit sans me regarder. « Il dort toujours tard. » Sa voix était douce, mais il y avait une fêlure, comme une vitre sur le point de se briser. Je me suis assise près de lui sur le banc en fer forgé. « Vous aimez la Provence » ai-je demandé, cherchant un terrain neutre. Il a souri, un sourire triste. « C'est beau. Ça me rappelle des choses. » Il s'est arrêté, comme s'il avait touché une blessure invisible. Puis il a ajouté « Tu as déjà eu l'impression que tout ce que tu construis pourrait s'effondrer en un instant. » Ces mots m'ont frappé. Je ne savais pas quoi répondre. Pas encore. Mais je sentais que leur histoire, celle d'Ethan et Noah, allait s'entremêler à la mienne d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Les jours suivants, une routine fragile s'installa. Ethan et Noah exploraient la région le matin, les marchés d'Arles, les ruines de Glanum, et rentraient en fin d'après-midi, souvent silencieux. J'observais, discrète, leurs interactions. Ethan était lumineux, toujours prêt à plaisanter, à complimenter ma cuisine ou à s'émerveiller devant un coucher de soleil. Noah, lui, semblait porter un poids invisible. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient choisis, comme s'il craignait de trop en dire.
Un soir, alors que je débarrassais la table, Ethan m'a proposé de les accompagner le lendemain à Avignon. Ce serait sympa, non? On pourrait visiter le palais des papes ensemble. Son enthousiasme était contagieux, mais Noah, assis près de la fenêtre, a levé les yeux de son carnet de croquis. « Tu es sûr qu'on a besoin d'une guide ?» a-t-il dit, son ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Ethan a ri, mais son rire sonnait creux. « Allez, Noah, ce sera amusant. » J'ai accepté, curieuse de comprendre ce qui se passait entre eux. Le lendemain, sous un ciel d'azur, nous avons déambulé dans les rues pavées d'Avignon. Ethan prenait des photos, commentait chaque détail architectural avec un enthousiasme presque enfantin. Noah, lui, traînait derrière, son carnet à la main, esquissant des fragments de la ville. À un moment, je l'ai vu s'arrêter devant un pont cassé, le pont Saint-Bénezet, et dessiner avec une intensité fébrile. « Il est toujours comme ça », m'a glissé Ethan à l'oreille. Quand il dessine, il disparaît. Mais ce n'était pas seulement dans ses dessins que Noah disparaissait. Il y avait des moments où il semblait absent, même en notre présence. À la fin de la journée, alors qu'on partageait une glace sur une place animée, j'ai osé poser une question. « Noah, tes dessins, ils racontent quoi ?» Il m'a regardé, surpris, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question. « Des souvenirs », a-t-il répondu après un long silence. « Des choses que je ne veux pas oublier, ou que je veux comprendre. » Ethan, qui écoutait, a baissé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son masque de bonne humeur. Ce soir-là, de retour à la maison, l'atmosphère était différente. Plus lourde. Après le dîner, Ethan est sorti fumer une cigarette dans le jardin. Une habitude que je n'avais pas remarquée avant. Noah est resté à l'intérieur, feuilletant son carnet. Je me suis assise près de lui, poussé par une intuition que je ne pouvais expliquer. « Noah, ai-je commencé, hésitante. Est-ce que tout va bien? Entre vous deux, je veux dire. » Il a refermé son carnet d'un coup sec. « Pourquoi tu demandes ça ?» Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. » Il m'a fixé un long moment, puis a soupiré. « Tu es perspicace, Camille. Trop, peut-être. » Il s'est levé et a disparu à l'étage, me laissant avec un sentiment d'inquiétude grandissant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les murmures recommençaient, plus forts, plus urgents. Et puis, un bruit sec, comme une porte qui claque. Le lendemain matin, Ethan était seul à la table du petit-déjeuner. « Noah est parti se promener », a-t-il dit, évitant mon regard. Mais je savais qu'il mentait. Le troisième jour, l'absence de Noah pesait sur la maison comme un orage imminent. Ethan essayait de maintenir une façade d'optimisme, mais ses blagues sonnaient faux, et ses sourires ne montaient plus jusqu'à ses yeux. Je l'ai trouvé dans le salon, fixant une vieille photo de ma grand-mère. « Elle a l'air d'avoir vécu une vie incroyable », a-t-il dit, presque pour lui-même. « Elle l'a vécue à sa manière », ai-je répondu. Elle disait toujours que les gens qu'on rencontre ne sont jamais là par hasard. Il a hoché la tête, mais son regard était ailleurs. « Camille, je ne sais pas où est Noah. » Sa voix s'est brisée, et pour la première fois, il m'a semblé vulnérable, comme un enfant perdu. « Il n'est pas parti se promener, n'est-ce pas ?» ai-je demandé doucement. Il a secoué la tête. « On s'est disputé hier soir. Rien de grave, du moins, je ne pensais pas, mais ce matin, il était parti. Il a laissé une note. Il m'a tendu un bout de papier froissé. Les mots étaient simples, écrits à l'encre noire. J'ai besoin de temps. Ne me cherche pas. Mon cœur s'est serré. Il est quelque part dans le village. Je ne sais pas. Il fait ça parfois. Il disparaît, il réfléchit. Mais cette fois, ça semble différent. J'ai proposé d'aller le chercher. Saint-Rémy n'était pas grand, et je connaissais chaque coin, chaque café où un voyageur pourrait se cacher. Ethan a hésité, puis a accepté. Je viens avec toi. Nous avons parcouru les ruelles, interrogé les commerçants, montré une photo de Noah que Ethan avait sur son téléphone. Personne ne l'avait vu. À midi, nous nous sommes arrêtés dans un petit bistrot, épuisés. Ethan triturait son café, le regard perdu. « Je l'aime, tu sais », a-t-il murmuré.
Mais parfois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être aimé. Ces mots m'ont bouleversé. J'ai pensé à ma propre vie, à mes propres silences, à tout ce que j'avais enfoui pour ne pas affronter la douleur. Donne-lui du temps, ai-je dit, bien que je n'étais pas sûr de croire en mes propres mots. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait, nous sommes tombés sur une vieille librairie au bout du village. Une intuition m'a poussé à entrer. Et là, au fond de la boutique, assis sur un tabouret, un carnet sur les genoux, il y avait Noah. Noah. Ethan s'est précipité vers lui, mais Noah a levé une main, l'arrêtant net. Pas maintenant, a-t-il dit, sa voix tremblante. Je ne suis pas prêt. La librairie sentait le papier ancien et le bois ciré. Noah était assis là, son carnet ouvert, un crayon à la main. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré, mais son visage était fermé, presque impénétrable. Ethan, immobile, semblait osciller entre colère et désespoir. « Noah, parle-moi » a-t-il supplié. « Qu'est-ce qui se passe » Noah a refermé son carnet lentement. « Je ne peux pas, Ethan. Pas comme ça. » Je me sentais de trop, une intruse dans leur intimité fracturée, mais je ne pouvais pas partir. Quelque chose me retenait, comme si j'étais lié à ce moment. « Je vais vous laisser » ai-je murmuré, mais Noah m'a arrêté. « Non, Camille. Reste. Tu fais partie de ça, maintenant. » Ces mots m'ont désarçonné. Moi? Comment pouvais-je faire partie de leur histoire? Mais il a continué, sa voix basse, presque un murmure. Quand on est arrivé ici, j'ai cru que ce serait juste une étape. Un endroit où poser nos valises avant de repartir. Mais cette maison, ce village, ça m'a ramené à des choses que j'ai essayé d'oublier. Ethan s'est assis, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu veux dire » Noah a hésité, puis a ouvert son carnet. À l'intérieur, il y avait des dessins, des visages, des paysages, des fragments de vie. L'un d'eux représentait un jeune garçon, peut-être 16 ans, assis sur un banc, le regard perdu. « C'est moi » a dit Noah. « Avant que je parte de chez moi. » Il nous a raconté son histoire, par bribes, comme si chaque mot lui coûtait. Il avait grandi dans une petite ville du Midwest, où être gay était un péché, un secret à enterrer. À 17 ans, il avait fui, laissant derrière lui une famille qui ne l'acceptait pas. J'ai cru que New York, que toi, Ethan, que notre mariage ça effacerait tout. Mais ici, dans ce village, tout me revient. Ethan était silencieux, ses yeux brillants de larmes. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je ne voulais pas te perdre, » a répondu Noah. « Mais je me perds moi-même. » Ce soir-là, de retour à la maison, ils se sont isolés dans leur chambre. J'ai entendu des sanglots, des mots étouffés, mais je n'ai pas écouté. Je me suis assise dans le jardin, sous les étoiles, repensant à ma propre vie, à mes propres blessures. Pourquoi avais-je invité ces deux hommes chez moi? Était-ce vraiment par curiosité, ou y avait-il autre chose, quelque chose que je refusais de voir? Les jours suivants furent un mélange d'espoir et de tension. Ethan et Noah parlaient plus, mais leurs conversations étaient comme des danses sur un fil, prêtes à basculer à tout moment. J'essayais de leur laisser de l'espace, mais je ne pouvais m'empêcher d'observer, de chercher à comprendre. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, Ethan m'a rejointe dans la cuisine. « Camille, je ne sais pas comment te remercier. Sans toi, sans cet endroit, je ne sais pas si on aurait tenu. »« Je n'ai rien fait, » ai-je répondu, gêné. « Si, tu l'as fait. Tu nous as donné un lieu où être nous-mêmes, même si c'est douloureux. » Ce jour-là, ils ont décidé de rester une semaine de plus. J'étais surprise, mais ravie. Quelque chose changeait, lentement. Noah passait plus de temps dans le jardin, dessinant, parfois en me parlant de son passé. Il m'a raconté son premier amour, un garçon nommé Lucas, qui avait disparu de sa vie après que leur famille les avait découverts. « Je n'ai jamais su ce qu'il est devenu », a-t-il dit, les yeux fixés sur une rose fanée. Ethan, de son côté, essayait de reconstruire leur lien. Il organisait des dîners, proposait des balades, mais je voyais bien qu'il marchait sur des œufs. Un soir, il m'a confié « J'ai peur qu'il ne m'aime plus comme avant. » « Il t'aime, ai-je dit, sans savoir si c'était vrai. Mais il a besoin de se retrouver. »
Ce soir-là, j'ai proposé une idée folle, une soirée dansante dans le jardin. J'ai sorti une vieille enceinte, mis de la musique, du jazz, du rock, un peu de tout, et nous avons dansé sous les étoiles. Noah a ri pour la première fois, un rire franc, libéré. Ethan l'a pris dans ses bras, et pour un instant, il semblait à nouveau connecté. Mais les blessures profondes ne guérissent pas en une nuit. Et ce que je ne savais pas encore, c'était que l'histoire de Noah allait bientôt croiser la mienne d'une manière inattendue. Un après-midi, alors que je triais de vieilles lettres dans le grenier, Noah m'a rejointe. « Je peux t'aider » a-t-il demandé, un sourire timide aux lèvres. « Si tu veux » ai-je répondu, surprise. Nous avons passé l'après-midi à fouiller dans les boîtes poussiéreuses, riant des vieilles photos et des cartes postales jaunies. Puis, Noah est tombé sur une enveloppe sans nom, scellée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Je l'ai ouverte, curieuse. À l'intérieur, une lettre, écrite de la main de ma grand-mère. Elle parlait d'un amour perdu, d'un homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse, un étranger qu'elle n'avait jamais pu oublier. Il était différent, écrivait-elle. Il aimait un autre homme, mais moi, je l'aimais quand même. Noah a lu la lettre en silence, ses mains tremblantes. « Camille, a-t-il murmuré, cette histoire, elle me rappelle quelqu'un. » Il m'a raconté que Lucas, son premier amour, avait parlé d'un voyage en France, dans les années 80, où il avait rencontré une femme qui l'avait marqué. Il disait qu'elle vivait dans une maison comme la tienne, dans un village comme celui-ci. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce possible? Ma grand-mère, cet homme, Lucas était-ce le même? Ce soir-là, nous avons cherché des indices dans les affaires de ma grand-mère. Nous avons trouvé une photo, cachée dans une boîte, montrant un jeune homme souriant, aux cheveux bouclés, aux côtés de ma grand-mère. Noah Blamy. C'est lui, a-t-il dit. C'est Lucas. La découverte de la photo a tout changé. Noah était bouleversé, incapable de parler. Ethan, lorsqu'on lui a raconté, a pris Noah dans ses bras, essayant de le réconforter. Mais Noah était ailleurs, perdu dans ses souvenirs. Je dois savoir ce qui lui est arrivé, a-t-il dit finalement. Je dois savoir s'il est encore en vie. Nous avons passé les jours suivants à chercher des traces de Lucas. J'ai contacté des cousins éloignés, fouillé dans les archives du village. Finalement, une vieille amie de ma grand-mère, Madame Dubois, nous a donné une piste. Lucas était retourné aux États-Unis après son séjour en France, mais il avait continué à écrire à ma grand-mère pendant des années. Noah a retrouvé une adresse dans une des lettres. C'était à San Francisco. Je dois y aller, a-t-il dit. Je dois le voir. Ethan était déchiré. Et nous? A-t-il demandé, la voix brisée. Noah l'a regardé, les larmes aux yeux. Je t'aime, Ethan. Mais j'ai besoin de fermer ce chapitre. J'ai proposé de les accompagner. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que cette histoire, celle de ma grand-mère, de Lucas, de Noah, était aussi la mienne, d'une certaine manière. Nous sommes partis pour San Francisco, un voyage impromptu, presque irréel. Là-bas, après des jours de recherche, nous avons trouvé Lucas. Il était vieux, fragile, mais ses yeux brillaient encore. Quand Noah s'est présenté, Lucas a souri, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait. La rencontre avec Lucas a été un moment suspendu dans le temps. Ils ont parlé pendant des heures, partageant des souvenirs, des regrets, des pardons. Lucas a raconté sa vie, ses luttes, son amour pour un homme qu'il n'avait jamais pu épouser. Noah, en larmes, lui a dit combien il avait compté pour lui, combien il avait aidé à survivre. Ethan, d'abord en retrait, a fini par rejoindre la conversation. Il a pris la main de Noah, et pour la première fois depuis notre arrivée en France, il semblait en paix. De retour à Saint-Rémy, quelque chose avait changé. Noah était plus léger, comme si un poids avait été levé. Ethan et lui parlait à nouveau, riait à nouveau. Ils m'ont remercié, non pas avec des mots, mais avec des regards, des gestes, une présence. Avant leur départ, Noah m'a offert son carnet de dessin. À l'intérieur, il y avait un portrait de moi, assise dans le jardin, entourée de roses. « Tu es une passeuse d'histoire »
m'a-t-il dit. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé Lucas. Ni moi-même. Ils sont repartis pour New York, main dans la main, plus forts qu'avant. Et moi, je suis resté dans ma maison, avec les souvenirs de ces semaines qui avaient tout bouleversé. J'ai compris alors que l'amour, sous toutes ses formes, est un chemin tortueux, mais qu'il mène toujours quelque part. Et parfois, il suffit d'ouvrir sa porte à des étrangers pour que le monde entier change.